Bonjour à tous, petite vidéo pour la correction du DS sur les interactions et également sur les fluides. Alors, correction du DS. Alors, dans ce premier exercice, on va faire le premier exercice, on va commencer par là. Alors, exercice numéro 1, c'est assez classique dans ce genre d'exercice, l'électroscope. Alors, l'électroscope, donc je vais faire un petit schéma ici. Donc l'électroscope, vous avez un plateau ici. Donc vous en avez eu un peu différent, mais c'est le même principe que ce que vous avez fait en TP. Donc avec une tige et vous avez deux feuilles métalliques ici, voilà, qui peuvent soit s'écarter, soit se rapprocher, voire se coller. Donc on vous propose l'expérience suivante. On approche une barre. Voilà, une barre métallique. Je sais pas si elle est, je sais pas quoi elle est la barre d'ailleurs. Voilà. Donc on approche une barre, une baguette. Voilà, on ne sait pas de quoi elle est. Une baguette, mais cette baguette, elle est chargée négativement. Voilà. Elle est chargée, alors négativement, on va le faire en vert, tiens. Voilà, elle est chargée négativement. Moins, 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 moins. Il y a beaucoup, beaucoup de moins. Voilà. Donc bien chargée négativement. Ok. Voilà. Et on l'approche de ce plateau. Première question, eh bien, on vous dit que lorsqu'on approche la baguette de l'électroscope, les feuilles métalliques s'écartent. Puis lorsqu'on éloigne la baguette, les feuilles reviennent au repos. Expliquez ces observations. Alors, lorsqu'on approche ici la baguette, on l'approche uniquement, on ne la touche pas pour l'instant du plateau qui est là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à l'intérieur de l'électroscope, il va y avoir ce qu'on appelle une polarisation instantanée. Voilà, donc ça, on va pouvoir l'écrire. Donc une polarisation instantanée. Alors la polarisation instantanée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les charges négatives, donc les électrons de valence qui sont sur ces atomes de l'électroscope vont se déplacer et donc il ne va rester proche ici sur le plateau que les charges positives, d'accord? Et on va avoir une accumulation de charges négatives ici, sur ce côté-là, et là, ici, sur ces feuilles-là. Voilà. Et un peu ici, si vous voulez. Voilà. Et là, vu que les feuilles sont mobiles et que elles sont toutes les deux chargées négativement, deux charges de même signe se repoussent, donc vous avez un écartement ici des feuilles. Et lorsque, bien sûr, on enlève la baguette chargée négativement, eh bien, les feuilles vont se rapprocher parce que la polarisation instantanée aura disparu et donc toutes les charges négatives qui s'étaient agglutinées sur les feuilles ici métalliques, eh bien, les charges négatives se répartissent uniformément dans l'électroscope. Voilà. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Si la baguette chargée négativement touche le plateau, qu'est-ce qui se passe? Alors, les feuilles métalliques restent écartées, même lorsqu'on retire la baguette. Expliquer ce phénomène, eh bien, c'est ce qu'on appelle une polarisation permanente. Polarisation permanente. Oh, avec un E à la fin, désolé. Permanente. Et effectivement, lorsque on va toucher avec la baguette, il va y avoir eh bien, des charges négatives partout. Voilà, donc on ne va pas refaire le schéma. Hein. Je pense que vous allez comprendre qu'il y en a partout, 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 y compris ici, en quantité suffisante pour que lorsqu'on retire la baguette, les charges négatives restent sur chacune des feuilles et que le fait que les deux feuilles se repoussent, eh bien, ça reste comme ça, même par la suite.
Et pour finir, c'était ce premier exercice. Troisième question. Après avoir éloigné la baguette, on touche le plateau avec la main. Pourquoi les feuilles retombent-elles? Eh bien, lorsqu'on touche avec la main, on se décharge, donc on décharge l'électroscope grâce à notre main. Donc en fait, notre main récupère toutes les charges négatives qui étaient agglutinées dans l'électroscope. Et donc, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle une décharge électrostatique. Donc, décharge électrostatique. Et donc, à ce moment-là, le plateau est revenu comme à l'état initial, c'est-à-dire qu'il n'est ni chargé positivement ni négativement. Donc, on va dire que c'est neutre. Et donc, les deux feuilles métalliques n'ont pas raison de se repousser. Et donc, elles reviennent par gravité l'une contre l'autre. Elles retombent verticalement, on va dire. Voilà pour ce premier exercice. Alors, on va passer au deuxième exercice maintenant. Exercice numéro 2, qui est un exercice assez calculatoire, donc il y a des calculs à faire. La stabilité du noyau. Alors, on a donc deux protons qui sont dans un noyau de fer et qui sont séparés par une certaine distance d. Voilà. Donc, on a un premier proton qui est ici, un deuxième là, voilà. Les protons ont une charge donc Q2 pour le deuxième, Q1 pour le premier, et la distance ici qui sépare les deux, c'est la distance D qui vaut 4, 10-15 mètres. Première question. Les forces d'interaction électrique s'exercent entre ces deux protons. Est-ce qu'elles sont attractives ou répulsives? Eh bien, ce sont des forces qui sont répulsives. Pourquoi? Parce que les deux protons ont bien sûr la même charge et que deux charges de même signe s'opposent. Donc, on peut dire que les deux protons ont la même charge qui est donc positive, s'il faut le rappeler. Ils vont se repousser. Voilà. Donc, ça va être des forces répulsives. Deuxième question. Alors, deuxième question. Calculer la valeur Fe de la force d'interaction électrique qui s'exerce d'un proton sur l'autre. Très classique. Donc, Fe est égal à K fois Q1 fois Q2 divisé par D au carré. Alors, effectivement, on pourrait mettre des valeurs absolues. Bon, là, c'est des charges qui sont positives. Au passage, ici, c'est plus E. Et là, eh bien, c'est plus E aussi. Et donc, si on remplace, j'avais envie de le faire, ça faisait K E carré. Parce que E fois E, ça fait E carré sur D carré. Application numérique, 9 fois 10 puissance 9 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19, le tout au carré, sur, alors c'est 4,0 fois 10 puissance moins 15 mètres, le tout au carré, et ça fait une force de 14,4 newtons. Troisième question. Calculer la valeur FG de la force d'interaction gravitationnelle. Voilà, donc là, c'est très classique, pas vraiment de difficulté. Ça nous fait du grand G, masse d'un proton au carré, sur la distance au carré, G direct. Donc ça nous fait du 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois donc 1,673 fois 10 puissance moins 27, le tout au carré, divisé par la distance, donc toujours 4, 10 puissance moins 15 mètres, le tout au carré. C'est un 2, je crois. Voilà, et donc là je trouve donc 1,2 fois 10 puissance moins 35 mètres. Moins 35, pardon, newton.
C'est une force donc en newton. Alors, quatrième question, eh bien, il faut comparer ces deux forces et dire laquelle est prédominante. Je pense qu'il n'y a pas photo. On a du 14 newton ici, du 10 puissance moins 35 newton là. Effectivement, on a donc la force Fe qui est largement supérieure à la force gravitationnelle. Donc, c'est la force électrostatique qui prédomine. Donc, c'est cinquième question. Donc, quelle est la distance d' qui devrait séparer donc les deux protons pour que la force d'interaction électrique soit égale à la force d'interaction gravitationnelle calculée à la question 3. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que FE soit égal à FG. Alors, la valeur de FEG, on va prendre celle qui est ici, 1,2 fois 10 puissance moins 35 newton. Et donc, FE, c'est égal eh bien, à KE2 sur D' au carré. Voilà. Donc, en fait, il faut exprimer, donc on va prendre, je vais utiliser un rectangle, on va prendre donc cette formule-là, ici, et ce qu'on veut, c'est calculer D'. Donc, D' au carré, c'est égal à K E carré sur F, G, pardon, voilà. Et donc, on va pouvoir mettre ici D' égale à la racine carrée de K E carré sur FG. Alors, on peut aller un peu plus loin. On peut mettre E devant. Le E carré, on peut le sortir de la racine carrée, du coup, je peux le mettre devant. Ça fait E facteur de racine carrée de K sur FG. Voilà. Application numérique. D' égale donc 1,6 fois 10 puissance moins 19 fois la racine carrée de K, c'est 9, 10 puissance 9. Et FG, donc FG, on va reprendre la valeur qu'on a trouvée là, c'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance moins 35. Voilà, et là, ça me donne 4382 mètres. Voilà, pour que finalement la force électrostatique soit la même que la force gravitationnelle, eh bien, il faudrait que les deux protons soient distants de 4 km 382. Donc c'est beaucoup, vous voyez bien qu'à l'échelle atomique, la force gravitationnelle est vraiment négligeable par rapport à la force électrostatique. Voilà pour l'exercice numéro 2. On va passer donc à l'exercice 3. Alors, exercice 3, c'est un exercice très simple sur la loi de Boole-Mariotte. Alors, première question. Donc, vous avez un ballon sonde, très classique, avec un volume et une pression au niveau 1. Et quand on passe au niveau 2, la pression, bien sûr, est plus faible. Donc, première question, le volume du ballon, est-ce qu'il augmente ou est-ce qu'il diminue pendant son ascension justifiée? D'après la loi de Mariotte, vous avez donc PV égale constante, ce qui veut dire que P et V sont inversement proportionnels. Donc s'il y en a un qui augmente, l'autre il diminue. Voilà, on l'avait dit en cours, on avait fait des exos là-dessus. Ils sont inversement proportionnels. Or, P, lorsqu'on passe de P1 à P2, on voit bien que P, il diminue. Comme ça, c'est mieux. P diminue. Donc si P diminue, alors le volume va augmenter. Deuxième question. Exprimer et calculer le volume V2. Donc on a PV égale constante, c'est-à-dire que P1 V1 égale P2
V2. Donc V2 égale à P1 V1 divisé par P2. Donc ça nous fait du 1,0 fois 10 puissance 5 multiplié par V1, ils ont mis 1 mètre cube, et on divise ça par la valeur de P2, à savoir de 10 puissance 3 Pascal, et ça nous fait donc du 50 mètres cubes. Voilà, rien d'exceptionnel dans cet exercice-là. Exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Ah oui, le verbe renversé, ça m'a plu, je voulais vous le faire celui-là. C'est une expérience que vous pouvez le faire avec vos petits frères, petites sœurs, ou même vous-même, tout seul. On remplit le verre d'eau à ras-bord, on met une feuille, on le renverse et la feuille elle tient. Haha, magie. Et oui, est-ce que l'eau aspire le truc et tout ça, la feuille, bon, voilà. En fait, vous avez deux forces qui s'opposent. C'est la pression atmosphérique de la feuille, de l'air sur la feuille, et la pression de l'eau sur la feuille à l'intérieur du verre. Voilà. Et donc, on va calculer le poids P, donc c'est-à-dire la force qu'exerce l'eau sur la feuille et qui veut le pousser par en bas. Donc, le poids de l'eau, donc P égale directement M fois G. Voilà. Donc la masse, c'est 0,30 kg, multiplié par 10, non pas 9,81, parce que bon là, ils ont voulu arrondir pour pas s'embêter. Vous allez voir que la différence, elle est plus grande que ça. Donc on a 3 newtons pour le poids de l'eau. Et l'air extérieur. L'air extérieur, quelle force ça fait? C'est ce qu'on appelle la force pressante. Donc F égale P, la pression, fois la surface. La pression étant à peu près, donc ils ont mis 1,0 fois 10 puissance 5 Pascal. Et la surface, il y a donc 10 cm². Mais 1 cm², c'est 10 puissance moins 4 mètres carrés. Et donc, ça nous fait 10 fois 10 moins 4, c'est-à-dire 100 newtons. Vous voyez la différence là entre 3 newtons et 100 newtons. Donc, évidemment, expliquer pourquoi l'eau ne coule pas, tout simplement parce que la force pressante de l'atmosphère, qui nous oppresse chaque jour, eh bien, elle est largement supérieure au poids P. Donc, l'air pousse plus fort que l'eau. Incroyable, mais vrai. Donc, vous pouvez aller, à ce jeu-là calculer on pourrait aller même calculer quelle masse d'eau on pourrait mettre. C'est pas compliqué, la masse d'eau, vous pouvez mettre jusqu'à 10 kg. 10 kg d'eau. Donc ça c'est incroyable. Et encore, vous pouvez même faire jouer la surface ici. Donc, voilà pour l'exercice numéro 4. Et enfin, on va terminer par un exercice qui est un exercice sympa. Je vous en avais parlé un petit peu sur les perfusions. Un exercice que je vous donnais pour les terminales ST2S à l'époque. Exercice 5. Première question. Quelle est l'unité de la pression? Donc, l'unité de la pression, évidemment, c'est le Pascal. Et le symbole, c'est PA. Deuxième question. Comparer les pressions PB et PA. Eh bien, P2B va être plus grand que P2A car, le point B, car B est en dessous de A. Troisième question, calculer la différence de pression, delta P. Donc delta P égale PB moins P de A. PB moins P de A, donc on fait le calcul, donc ça fait 1060 fois 10 puissance 5 Pascal, moins 1,013 fois 10 puissance 5, et ça nous donne bien 4,7 fois 10 puissance 3 Pascal. Il n'y a pas de grand mystère. Et enfin, dernière question, mais calculer la hauteur. On vous dit que delta P égale PB moins PA égale ρ G H. Donc, H égale à delta P sur ρ G. On prend les valeurs qu'on a trouvées, donc 4,7 fois 10 puissance 3. Ρ du liquide perfusé, c'est 1140 kg par mètre cube. Et enfin, G, on a 9,8, ce
qui nous donne 0,42 mètres, soit 42 centimètres. C'est cohérent. Voilà. Donc pour un être humain, la pression artérielle est plus grande. Il faut à peu près 70-80 centimètres de hauteur de perfusion. Ici, pour un enfant, on est sur 42 centimètres. Donc oui, c'est cohérent. Je mettais cette question parce que il y a certaines qui mettaient 4000 mètres. Donc là, c'était pas très cohérent. Voilà pour ce devoir. J'espère que vous avez réussi à en faire quand même pas mal. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.